Ça fait longtemps que je voulais faire une histoire. Disons que j'avais besoin d'histoire. Ça me manque. J'ai besoin d'histoire, j'ai besoin d'y comprendre un peu plus. Je pense aussi que les gens avec qui je parle sont aussi assez perdus. Pas seulement en littérature, hein, mais dans l'histoire des idées, en politique, je sais pas, en philosophie, en sociologie. Je sais pas, enfin, on a tous besoin de faire des histoires ou faire une histoire. Et curieusement, je dirais que paradoxalement, cette histoire, au lieu d'éclaircir, je ne dis pas qu'elle obscurcit, mais elle me permet de me retrouver au milieu du problème. D'habitude, une histoire, quand on fait une histoire, c'est pour peut-être souvent pour éliminer le passé, non, ou pour dire, voilà, c'est réglé, ça y est, maintenant on est là. Ça permet de dater le présent, une histoire. Si je faisais une histoire de littérature récente, ça voudrait dire, voilà, les 20, les 30 dernières années, voilà, maintenant on est aujourd'hui, la question est réglée, on sait où on est. On a notre nouveau Lagarde et Michard, voilà, 1980, 1900 à 2000, la disparition de la littérature et des grands, et de l'écriture. Je sais pas, on pourrait faire un programme. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pour me permettre, curieusement, d'oublier. C'est une histoire qui permet d'oublier ce qui s'est passé pour être un peu au milieu du problème. Et donc, c'est une histoire qui permet de ne pas prendre position. Bon, j'ai l'impression d'avoir fini une espèce de roman. J'ai fait un roman qui a commencé avec Futur ancien fugitif et qui puis s'est terminé, je crois, avec Mage en été. Donc un roman qu'on pourrait peut-être publier un jour en un seul volume, qui est une sorte d'affaire Robinson, avec un personnage récurrent, comme ça, qui finit dans un mage en été un peu explosé dans l'air et dans la nature, fragmenté à l'extrême. Et après, c'est presque 20 années de bons et loyaux services dans la fiction. J'avais envie de... Finalement, pendant cette époque, je me suis occupé d'articuler comme je pouvais, ou de mettre ensemble, de faire cohabiter la poésie et la fiction. Bon, c'était ça qui m'intéressait. Et peut-être de faire disparaître la poésie dans le roman, progressivement. On voit bien dans les livres comment la poésie finit par ne plus se voir, mais peut-être s'entendre autrement. Et puis voilà, j'étais, je crois, au bout de cette aventure. Et puis, je crois que ce qui m'a excité, c'est non plus de mettre ensemble fiction et poésie, c'est de m'occuper des idées. Alors des idées, qu'est-ce que ça veut dire des idées vu du point de vue d'un écrivain? J'allais pas devenir essayiste. C'est vrai que le titre peut prêter à confusion, c'est vrai que c'est pas un livre d'un écrivain qui tout d'un coup se met à devenir philosophe ou devenir penseur. C'est quelqu'un qui s'occupe des idées avec les moyens de la littérature. Donc ça c'est première chose, c'est un peu particulier ça. Je n'essaie pas de changer d'écriture pour autant. Mais je n'ai pas de devoir de fiction, je n'ai pas de devoir de transfert, je n'ai pas de devoir d'écriture même, curieusement. Alors ça c'est la première chose, j'avais envie de ça depuis très très longtemps. C'est vrai que j'avais déjà fait une revue avec Pierre Alféry, la revue Littérature Générale, qui était quand même une histoire assez extraordinaire pour nous. Et je voulais voir si on pouvait s'occuper des idées tout seul. Parce que c'est vrai que le principe de cette revue, c'était d'écrire sur la littérature à deux, et dès qu'on avait un problème, dès qu'on ne comprenait pas quelque chose, dès qu'on faisait une image, dès qu'on faisait une référence, on appelait un expert, on appelait quelqu'un, qui pouvait être aussi bien un écrivain bien sûr, ou un philosophe, un paysagiste, un spécialiste du son, enfin quelqu'un qui venait, comme ça dans cette espèce de gros hypertexte, comme ça, qui venait nous aider à comprendre ce que pourrait être une littérature à venir. Alors maintenant, je ne dis pas que je poursuis cette expérience, mais je voulais voir ce que ça pouvait donner, ça tout seul, c'est-à-dire finalement sans changer, encore une fois, sans changer de monde, c'est-à-dire sans devenir philosophe, sans devenir encore une fois essayiste. Voilà, donc j'avais envie de m'occuper des idées. Mais quelles idées? C'est ça qui est bizarre. Il n'y a pas dans ce livre, il n'y a aucune invention, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de proposition intellectuelle puissante, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de découverte. J'avais envie finalement, curieusement, en m'occupant de ça, en m'occupant de l'histoire de la littérature, j'avais envie au fond d'échapper au débat. Puisque c'est vrai depuis plusieurs années, et c'est un peu le sujet du premier tome, la plupart des gens que je connais se plaignent de
une soi-disant disparition de la littérature. La littérature a disparu, c'est épouvantable, le niveau baisse, chaque rentrée littéraire est un drame, que faire, qu'allons-nous devenir, etc. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que, tout en étant un peu halluciné par ce déclinisme ambiant, j'étais moi-même aussi tenté par le déclinisme, que moi-même aussi je faisais partie de la chorale, que aussi je pleurnichais un peu. Je me suis demandé au fond, qu'est-ce que je fabrique là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je défends? Est-ce que finalement je défendrais l'écriture contre le marché du livre? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai pas envie de défendre l'écriture, j'ai pas envie de défendre l'expérimentation absolument à tout prix contre des livres trop faciles. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce débat? Alors j'avais envie curieusement d'en sortir. J'avais pas envie de vivre dans cette espèce d'alternative ou de contradiction insupportable. Et curieusement, pour m'en occuper, pour pouvoir m'en sortir, je me suis dit, bon, la seule solution, c'est de mettre les mains dedans. Pour disparaître, si je puis dire. Pour faire disparaître le débat, il faut s'en occuper. C'est un paradoxe. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le livre s'amuse, puisqu'il y a marqué tome 1 sur la couverture, et que la fin, le dernier mot, c'est à suivre. Ce qui m'évite, moi, de conclure et de faire un bilan précis, de leçons quelconques sur le destin de la littérature française. Ça me permet de nager en plein courant, avec des courants contradictoires, de me mettre au milieu de la mare, ou, je sais pas, ou du lac, ou du... voilà, et finalement, bizarrement, presque ne pas prendre position, c'est-à-dire pouvoir, avec des chapitres courts, bref, à la fois avoir un raisonnement et en même temps exposer des contradictions et des choses paradoxales qui sont entre des réflexions, des choses vues. C'est un mélange, au fond, de journal de bord, et aussi de petites théories minutes qui ne se contradisent pas nécessairement, mais qui font un livre fait de glissement en permanence. Et qui me permet, moi, de rentrer dans un travail assez long, plusieurs années. J'espère que dans le tome 2 sera évidemment va réagir, si je puis dire, aux réactions sur le tome 1. Je vais me servir de ce que les gens disent. Le thème du tome 1, c'est part d'une réflexion de Philippe Ross qui disait, en arrêtant d'écrire, si ça continue comme ça, il y aura aux États-Unis pas plus de lecteurs de vraie littérature que de spécialistes de vers latin. Je veux dire, bon... Alors donc je prends au pied de la lettre cette prédiction et je m'en amuse. C'est-à-dire justement, encore une fois, le paradoxe, c'est que ça nous permet, j'espère que ça permet au lecteur de se mettre les pieds à l'intérieur d'une espèce de nébuleuse merveilleuse qui est le monde de la littérature, qui est l'écriture. Le point de départ du tome 1, c'est cette pseudo-disparition, c'est cette espèce d'enquête sur le corps absent, où est-il, enfin, là c'est embêtant parce qu'on ne sait pas où il est, quoi. Et progressivement, donc, je donne aussi une série de bons et de mauvais conseils. Je donne des conseils finalement, bien sûr peut-être à des jeunes poètes ou des jeunes écrivains futurs, mais je donne aussi des conseils surtout à moi-même. Je me donne aussi des mauvais conseils, puis des bons. Ça commence avec des mauvais, puis ça se termine plutôt pas mal, il y a plutôt une sorte de happy end, où finalement je donne plutôt des conseils plus chaleureux en avançant dans le livre. Et si j'ai évité de faire de la fiction, au fond, si j'ai évité de constituer un personnage, je pense quand même qu'il y a une petite voix qui court à l'intérieur et qui va certainement commencer à reprendre du service en avançant, peut-être vers le tome 3. On va voir apparaître quelqu'un. Finalement, voilà, je suis en train de reconstruire la possibilité de faire des romans pour moi aussi, peut-être. Hein. C'est une histoire très égoïste. Hein. C'est moi qui me mets en formation. Je suis en formation permanente. Voilà. Alors, je pense que ça peut servir à des gens qui veulent écrire aussi. C'est-à-dire que cette méthode-là, cette méthode étrange, je me souviens, j'ai toujours été fasciné par ce livre où on vous promet d'arrêter de fumer en lisant. Qui est quand même une drôle de chose. C'est quand lire, c'est faire, quoi. Il suffit que vous lisiez. C'est même pas, vous lisez un livre et puis vous appliquez le programme. Non, c'est en lisant, l'envie, le désir de fumer disparaît. Là, peut-être que j'ai envie de faire un livre où, en lisant, on devient écrivain sans même le savoir. C'était ça aussi qui m'amusait, enfin,
de montrer que s'occuper de littérature, c'est s'occuper c'est faire vivre des contradictions à toute vitesse, les faire tourner. Je pense que, ça c'est très banal, je pense que tous les écrivains font ça. En faisant cette histoire, j'essaie de contredire cette idée reçue qui finit par devenir pénible et auquel finalement on va finir par se conformer, qui serait qu'en 1980 tout s'arrête et que la littérature s'arrête pour laisser place à, je sais pas quoi, à un marché délirant et à une sorte de soumission au capitalisme absolu, quoi. Donc je pense que cette idée est très très... Justement, cette histoire de la littérature qu'on nous sert me paraît aberrante. Enfin, j'ai très très peur du prochain La Gare des Michards. Qu'est-ce qu'on va dire? On va voir 1980, fin des grandes idéologies, fin de l'écriture, fin des expériences. Puis après, c'est quoi? C'est 80, c'est l'ère de la publicité, du marché, de ça. C'est pas vrai du tout. On est tous malheureusement, on a tous des petites histoires, et quelquefois, on confond la grande histoire et nos petites histoires. Enfin, c'est pas très clair tout ça. En tout cas, je pense que les gens qui commencent à écrire aujourd'hui ne sont absolument pas soumis à cette espèce de découpage absurde qu'on nous impose, auquel on finit par croire. Donc en faisant ce livre, j'ai l'impression de rebattre des cartes un peu, bon, et de montrer de manière, je l'espère, aussi comique, enfin légère, montrer qu'on peut être perdu délicieusement au milieu de tout ça. Et qu'on peut écrire, je pense qu'on peut écrire, s'il y a un truc un peu optimiste dans ce projet, enfin s'il y a une morale, c'est qu'au fond, on peut tout à fait commencer à écrire, même aujourd'hui, au milieu de ce magma. Et que ne pas prendre position, mais au contraire faire tourner les contradictions, s'en amuser, les défaire, les refaire, bon, ça peut être finalement c'est le privilège des écrivains, quoi. On va pas devenir des faux penseurs ou des faux historiens. Donc curieusement, c'est pour ça que je fais le truc qui est à l'envers. Pour dire à quel point je ne suis pas historien mais écrivain, je suis obligé de faire une histoire. C'est un paradoxe. Voilà, j'espère que ce paradoxe est assez ouvert et permet à des gens de se glisser là-dedans et de s'y reconnaître. C'est-à-dire par exemple, je donne quelquefois des conseils en disant arrêtez d'écrire, n'écrivez pas, ça sert strictement à rien. Puis après, etc. J'essaie de ne pas figer le... voilà. Je reprends par exemple la célèbre injonction de Maurice Blanchot qui disait comment écrire en n'écrivant pas. Bon, alors simplement ce qui est bien c'est si on dit que ça va pas aller, quoi. Il faut dire ça, le contraire, jouer avec, revenir, remplir une idée de sensations, remplir une sensation d'idées, pas arrêter de faire finalement un jeu de bonneto, avec des... La littérature, elle est le petit truc qui circule à toute vitesse sous les gobelets. Donc, mais pour autant, c'est le privilège aussi pour moi en faisant ce livre, c'est que je n'ai pas non plus une position floue. Au fond, ce livre me permet de pas avoir de position et d'exposer aux yeux des gens des contradictions de manière, je l'espère, heureuse. Donc peut-être que simplement cette activité, cette agitation, en soi, ce serait un manifeste contre le déclinisme. Mais par l'absurde, c'est-à-dire en s'amusant finalement. Finalement, la littérature se reconstitue en avançant dans le livre, le désir d'écrire, ou l'envie d'écrire, ou l'intérêt de l'écriture, se manifeste finalement par l'absurde, c'est-à-dire en accumulant des points comme ça, on finit par redessiner quelque chose. Comme pour les enfants, quand il y avait des petits dessins d'enfants, on devait aligner des petites flèches, puis on voyait un canard, des petites croix, puis ça finit par faire un canard. Ben voilà. La littérature, à la fin, on finit par la voir si on réunit tous les points. Je ne sais pas ce qu'on va voir, un canard, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Une plume, non. Voilà. Donc c'est quand même effectivement un projet étrange, un projet qui me permet de circuler à toute vitesse dans des contradictions, encore une fois de manière assez heureuse. Et peut-être que c'est ça le projet, c'est d'éviter par exemple le débat, le lisible contre l'illisible, le grand public contre le public initié. C'est finalement ces contradictions que j'ai moi-même, que j'ai subies moi-même, que j'ai même d'ailleurs participé modestement à exaspérer, si je puis dire. Enfin, j'étais moi aussi... Quand Michel Deguy disait, voilà, en parlant des poètes, nous sommes une réserve d'Indiens. Voilà, alors moi je suis vraiment un Indien qui va jouer à la roulette en même temps au casino, là c'est compliqué, je sors de la réserve. Je me dis, bon, est-ce qu'on va reconstituer les champs? Mais en même temps, c'est que pour les touristes, qu'est-ce qu'on va faire, etc.
puis on a du mauvais alcool dans la réserve, ça c'est un problème. Donc, comme si finalement, j'avais l'impression, au fond, que je commençais à devenir victime de ce débat dans lequel j'étais moi-même participant. Et j'avais envie d'y échapper, non pas du tout pour faire une théorie inverse, pour dire c'est merveilleux, la littérature va repartir, de devenir une sorte de militant béat à l'envers, comme ça, ou de dire la littérature a changé maintenant, ok, alors il faut faire comme ça parce que c'est comme ça que ça marche. Finalement, continuer exactement dans le même état d'esprit, mais libéré de toute prise de position. Et je pense que ça, je pense que là, effectivement, ça peut être l'être un jeune poète, au fond. Parce que peut-être que les gens ont envie que le chant, comme on dit maintenant, soit ouvert et sans barrière. Et pas cloisonné avec des fils de fer barbelés de tous les côtés. Il y a aussi, c'est aussi très amusant de pouvoir traiter de questions sinistres avec un peu de... Enfin, en s'amusant un peu quand même. Donc, je l'ai fait jusqu'ici, finalement, dans les romans, en faisant parler mes personnages. Finalement, mes personnages parlent pas mal de littérature, à leur manière. Mais j'ai été obligé, pour en parler légèrement, de faire justement un roman. Ça m'a permis d'utiliser des personnages un peu conceptuels, un peu barges, etc., qui étaient des porte-voix, des porte-paroles de ces idées. Et ça a été... finalement, j'ai abandonné la poésie assez vite, après l'art poétique, publié en 88, parce que finalement, la poésie ne me permettait pas justement d'aller jusqu'au bout des contradictions, faire entendre de la violence, faire entendre... Et la poésie était pas... Celle qui m'était autorisée, enfin celle que je pouvais faire, n'était pas assez profondément comique, je crois, ou profondément tragique, etc. Elle était un peu neutre. Elle était un petit peu... voilà, elle était un peu fixée sur la langue. Et le roman, ça m'a permis finalement de faire délirer des idées. Voilà, simplement maintenant, je me suis demandé comment faire, c'est tout à fait différent ce projet, comment faire pour faire délirer ces projets sans passer par des scènes théâtrales, sans passer par des scènes romanesques, sans passer par des fictions. Et voilà. Donc, finalement, je continue exactement le même projet, simplement, je n'utilise pas les mêmes méthodes aujourd'hui. Puis c'est vrai que j'ai plus envie de partager, là, je m'intéresse beaucoup à la lisibilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire des livres lisibles sans perdre de complexité. Enfin, ça, c'est la base, je pense que beaucoup d'écrivains diraient ça. Ouais. Bon, il y a aussi un truc qui est de dire, dans ce premier tome, on est tous pareils. Alors arrêtez de nous emmerder en disant la littérature c'est trop compliqué, c'est difficile, on comprend pas. Alors que je fais une comparaison avec un chasseur dans la campagne qui, pour le coup, a un cerveau ultra raffiné. Et qui, je sais pas quoi, a des pensées contradictoires extrêmement complexes, enfin. Et j'ai envie aussi de remettre les pendules à l'heure. On dit la littérature c'est compliqué, c'est difficile, il y a trop là, c'est difficile. Mais enfin, je veux dire, regardez vos vies, enfin. Regardez vos pensées, regardez la manière dont vous êtes capable, par exemple, de regarder des écrans avec 75 informations en même temps. Enfin, je veux dire, vos cerveaux sont des machines ultra développées, quoi. Mais alors, dès qu'un livre fait une comparaison un peu hardie, que la transition n'est pas exactement soulignée en rouge avec des flèches, les gens disent « Ah oui, alors bon, etc. Ah, c'est compliqué, etc. Qu'est-ce que... » Voilà, alors je leur dis « Écoutez, arrêtez. On est tous pareils, non ? » Il y a aussi des embryons de romans. Il y a des moments où on se dit, tiens, ça va. Pénétrons ensemble dans un roman anglais. On dit, ah tiens, on va commencer à... Je pense que dans le tome 2, le tome 3, peut-être que ces petits embryons de romans vont prendre plus de place. Bon, c'est aussi un livre qui rend hommage aussi à des gens qui m'ont accompagné pendant des années. C'est vrai que
je ne les cite pas là parce que je ne peux pas rendre à César directement, je ne peux pas mettre leur nom tout de suite. Parce que ça deviendrait une vraie histoire de littérature et que ça va impressionner ou faire peur aux gens. Mais c'est vrai qu'il y a eu des textes, par exemple, je sais pas moi, un livre de Daniel Willem sur les romantiques allemands, par exemple, ça m'a bouleversé. Certains textes évidemment de Benjamin ou certains textes d'Agamben, comme ça, qui sont des gens qui tout d'un coup m'ont montré que la question, que l'histoire de la littérature était toujours plus loin, plus bizarre, plus à côté, plus étrange. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai tenu mon projet. Donc au fond, c'est un livre aussi qui remercie. Donc c'est un livre de lecteur aussi. C'est-à-dire que au fond, le narrateur, on ne sait pas très bien s'il n'est pas lui-même tout simplement lecteur. Il se donne des conseils à lui-même. C'est vrai qu'il y a tout un truc, un micmac entre je, tu, on, vous, toi. C'est-à-dire qu'à des moments, je me comporte comme un lecteur qui engueule les écrivains qui se plaignent. Après, je me mets de leur côté et j'engueule les lecteurs. Ou je me mets à la place de l'auteur. Enfin, je fais tourner. Chaque chapitre, finalement, est un dispositif légèrement différent, un dialogue légèrement différent entre un nous, quelquefois, qui est le nous de l'essayisme, qu'en fait il cache un jeu, enfin voilà. Donc je fais tourner pas mal les pronoms personnels. Mais dans le tome 2, je donnerai plus de noms, parce que quand même il faut rendre hommage. Voilà, alors après, est-ce que c'est une méthode ce serait prétentieux, enfin, on voit bien que c'est aussi pour rire, une méthode pour rire, mais c'est une méthode sérieuse aussi. C'est une méthode sérieuse qui est de dire, bon bah quand vous voulez écrire, mais alors occupez-vous de tout en même temps, occupez-vous de tout en même temps, de tout ça. Et plongez-vous dans ces contradictions, mais de manière complètement joyeuse, quoi. Voilà, ce serait ça la méthode, c'est pas très original peut-être de proposer aux gens, aimez votre propre complexité quand même. Donc au lieu d'être une histoire qui va clarifier, ordonner, hiérarchiser, on plonge la tête dans un univers sans date, parce que finalement je parle de gens qui sont très anciens. Et le récent, ça part de loin, pour moi. Le récent, c'est une drôle de notion. C'est pas le contemporain. Cette histoire, au fond, c'est ce que dit la 4e couverture, est plus une méthode, au fond, qu'une histoire. Finalement, moi, j'expose les vertiges de mes doutes aussi en écrivant ça. Et je pense que là, tout jeune poète s'y reconnaîtra.